On s'est tous déjà demandé comment un moteur de recherche arrive à deviner ce qu'on veut dire, même avec des phrases un peu compliquées, non? Aujourd'hui, on va justement soulever le capot pour voir l'ingénierie assez géniale qui a transformé la recherche. On va voir comment on est passé de la simple correspondance de mots à une vraie compréhension du contexte. Alors, commençons par un grand classique, une expérience que tout le monde a déjà vécue. On tape une phrase bien précise dans la barre de recherche et les résultats qui sortent semblent avoir complètement mélangé les mots, au point que ça n'a plus aucun sens. Mais pourquoi ça arrive? Et voilà, c'est exactement ça le cœur du problème. Les mots importants Stanford et université sont bien là dans le résultat. Mais comme l'ordre et le contexte sont ignorés, le sens est complètement perdu. Le moteur voit les mots, mais il ne comprend pas la phrase. C'est ce casse-tête fondamental que les ingénieurs ont dû résoudre. Alors, comment les moteurs de recherche ont-ils fait pour apprendre à lire des phrases, et pas juste des mots isolés? Eh bien, la toute première étape, ça a été de se dire qu'il fallait aller plus loin que la simple vérification de la présence d'un mot dans un texte. Faut s'imaginer qu'à leur début, les moteurs de recherche, c'était un peu comme un index géant à la fin d'un livre. Ils étaient super forts pour dire « oui, ce mot se trouve dans ce document ». Par contre, ils étaient totalement incapables de comprendre le lien entre les mots, ce qui est pourtant la base de n'importe quelle phrase. Du coup, face à ce défi, quelle a été la première piste explorée? Comme on va le voir, l'idée était plutôt maligne, mais elle était loin, très loin d'être parfaite. L'idée initiale, en fait, elle est assez logique. Si le problème vient des mots qui sont tous seuls, pourquoi on n'indexerait pas directement des paires de mots? C'est ce qu'on appelle un index de bimots. On prend chaque duo de mots qui se suivent et on les traite comme un seul et unique bloc. Et avec cette astuce, une recherche comme Ami Romain devient tout de suite hyper rapide et précise. Le moteur ne cherche plus deux mots séparés, mais une seule entité, Ami Romain. Ça garantit que les mots apparaissent bien ensemble et surtout dans le bon ordre. Ok, mais pour les phrases plus longues, comment ça se passe? Eh bien, la technique, c'est de tout découper en une série de recherches de bimots qui se superposent. On cherche Stanford University, puis Université Palo, et enfin Palo Alto. Après, on croise les résultats. On sent déjà que ça peut vite devenir compliqué. Et en effet, cette approche a très vite montré ses limites. Le problème numéro 1, la taille de l'index. Elle devenait astronomique. Imaginez devoir stocker toutes les paires de mots possibles sur tout le web. C'est juste impossible. Et en plus, ça ne réglait pas tous les problèmes de pertinence et ça manquait de souplesse. Bref, ce n'était pas la bonne solution. L'échec de cette première idée a poussé les ingénieurs à réfléchir autrement. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé une solution beaucoup plus élégante et puissante. Une méthode qui ne se demande pas seulement si un mot est là, mais aussi où il se trouve exactement. C'est l'indexation par position. Et là, c'est un vrai tournant. Au lieu d'un simple oui, non pour dire si un mot est présent, le moteur de recherche sait maintenant à quelle position exacte chaque mot se trouve. C'est un peu comme si on passait d'une simple liste de courses à une carte ultra détaillée de tout le magasin. L'index devient tout à coup beaucoup plus riche en informations. Pour un mot comme être, on ne liste plus seulement les documents où il apparaît, on note aussi la position de chaque occurrence, à la 7e place, puis à la 18e, à la 33e, etc. Et ce, pour chaque document. Alors, concrètement, à quoi ça sert pour vérifier une phrase comme « être » ou « ne pas être » ? Eh bien, avec ces données, le moteur peut faire une vérification quasi chirurgicale. Il prend la liste des positions du mot « être », puis celle du mot « ou », et il regarde s'il existe une position de « ou » qui est juste après une position de « être ». Il peut reconstituer la phrase. Et ça débloque des possibilités de recherche incroyablement puissantes. On peut maintenant demander au moteur de trouver le mot limite à, disons, moins de 3 mots de statut. C'était tout simplement infaisable avant. La recherche devient enfin capable de comprendre le contexte. Mais attention, trouver les documents qui contiennent la bonne phrase, ce n'est que la moitié du chemin. Parce que le vrai défi, le plus compliqué, c'est de les classer. Lequel afficher en premier? Comment décider ce qui est le plus pertinent? C'est là qu'on assiste à un grand changement. On est passé d'un système très rigide, binaire, c'est tout ou rien, à une approche beaucoup plus souple basée sur un classement. Une approche qui au final est bien plus utile pour tout le monde. Le problème avec le modèle oui-non, c'est qu'il est trop brutal. On fait une petite faute de frappe et hop, zéro résultat. On fait une recherche un peu trop large et on se noie sous des milliers de pages en vrac. C'était soit tout, soit rien. Vraiment pas idéal. C'est pour ça que la recherche moderne ne cherche plus seulement à trouver des correspondances. Son vrai but, c'est de donner une note, un score à chaque document pour essayer de deviner lequel sera le plus utile pour répondre à l'intention derrière la recherche et pas seulement aux mots qui ont été tapés. Ce qui nous amène à la question à 1 million. Comment on fait ça? Comment un ordinateur peut-il calculer un score de pertinence? Comment on traduit ce concept un peu flou de
Pertinence en une formule mathématique bien concrète. Une des toutes premières méthodes pour tenter de faire ça, ça a été le coefficient de Jacquard. C'est un outil statistique assez connu qui sert à mesurer à quel point deux ensembles se ressemblent. Dans notre cas, les deux ensembles, ce sont les mots de la requête et les mots du document. La formule en elle-même est d'une simplicité redoutable. On prend le nombre de mots que la requête et le document ont en commun et on divise ce chiffre par le nombre total de mots uniques si on met tout dans le même sac. C'est juste un ratio de similarité. Mais cette simplicité a un gros défaut. Regardez cet exemple. Pour une recherche voyage en Espagne, un tout petit document comme Picasso d'Espagne va obtenir un meilleur score qu'un long article sur le tourisme là-bas. C'est bizarre, non? C'est tout simplement parce que cette formule a un biais, elle favorise systématiquement les documents les plus courts. Et ça nous apprend une leçon super importante. Une formule mathématique, même si elle a l'air élégante, ça ne suffit pas. L'objectif final de la recherche, ce n'est pas la similarité mathématique. C'est quelque chose de bien plus humain, c'est la pertinence. Au fond, le vrai défi, ce n'est pas de faire correspondre des mots-clés, c'est de réussir à combler le fossé qu'il y a entre les quelques mots qu'on tape et l'information qu'on cherche vraiment. C'est toute la différence entre les mots et l'intention. Et comment les moteurs font pour deviner cette intention? Eh bien, en grande partie, en nous observant. Chaque fois qu'on clique sur un lien, on envoie un petit signal, un vote. C'est comme si on disait au moteur « Oui, pour cette recherche, ce résultat-là était pertinent ». En coulisses, les ingénieurs passent leur temps à mesurer l'efficacité de leurs algorithmes avec des indicateurs comme la précision. Ils analysent en permanence combien de résultats, parmi les 10 premiers par exemple, sont vraiment considérés comme utiles. C'est une quête d'amélioration qui ne s'arrête jamais. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière réflexion assez vertigineuse. Si les moteurs de recherche apprennent à partir de nos clics, qu'est-ce qu'on est en train de leur enseigner collectivement? Chaque recherche qu'on fait, chaque lien sur lequel on clique, ça fait partie d'une immense boucle de rétroaction qui façonne ce que le monde entier finit par considérer comme étant la bonne réponse.